Bonjour, j'ai déjà été présentée, mais je voudrais ajouter que je travaille à la formation des locuteurs de langue indigène, des étudiants qui arrivent à la fac et qui se préparent pour être chercheurs ou pour intervenir à l'enseignement de leur langue. Non, donc, je travaille avec eux, la didactique, mais aussi la linguistique, que, comment je veux essayer de montrer, c'est très nécessaire dans ce contexte-là. Bon. L'autre chose, donc, voilà, ça c'est le contexte, c'est le Mexique. Le Mexique a c'est un mystère, personne ne sait combien de langues, parce que c'est très difficile de compter les langues, comme on sait. Hein. On ne sait jamais où s'arrête une langue, on commence une autre, donc on en parle à peu près 68 langues indigènes, mais certains disent 58 et d'autres 86, comme ça. Hein. Les dernières études qu'a fait l'INALI, il a essayé de faire une dialectologie ou une cartographie des dialectes des langues indigènes et il a dit 316. Mais bon, tout ça c'est vraiment 316 dialectes. C'était pas très clair, etc. Donc c'est un mystère, mais nous manions à peu près avec 68 langues. Ces langues ont divers degrés de vitalité. Comme vous voyez vous pouvez observer, la zone la plus dense en termes de locuteurs, c'est le sud du pays. Mais on en a aussi au nord, hein, très concentré dans la Sierra Tarahumara. Le Tarahumara, que peut-être vous avez entendu parler, c'est une langue très très vitale dans les montagnes du nord du Mexique. Et il y a des communautés monolingues encore, hein, où l'espagnol se parle très peu. Les enfants arrivent donc locuteurs de la langue et doivent apprendre l'espagnol. C'est à peu près ça. Mais on en a aussi au sud. Hein. Vous avez là-bas les langues de la famille maya. Hein, c'est un ensemble de langues. Mais là, à Oaxaca, vous avez les familles ottomanes qu'on appelle. Bon. Et on calcule 12 millions de locuteurs de langues. Ça aussi, vous savez, c'est une approche parce que comme télélocuteur, on ne sait vraiment pas bien. Déjà les recensements des populations, il y a des communautés où ils n'arrivent pas. Ils ne vont pas jusque-là, c'est très loin. Voilà, ça c'est pour le contexte. Donc moi je travaille avec des étudiants qui arrivent à la fac. Je travaille pas dans le terrain, c'est-à-dire je vais pas aux communautés. J'y vais parce que mes étudiants m'invitent, parce qu'on organise parfois des ateliers, mais c'est pas vraiment ça. C'est eux qui arrivent à la fac et c'est avec eux que je travaille. Donc je travaille avec des locuteurs. Hein. Je ne travaille pas avec des langues très menacées, puisqu'il n'y a pas de locuteurs étudiants. Hein. Voilà, c'est la. En 2005, les langues indigènes, ou la législation a donné aux langues indigènes du Mexique le statut de langue nationale au même titre que l'espagnol. Au Mexique, il n'y a pas de langue officielle. Hein, ça n'existe pas. Aucune langue n'est officielle. Mais avant, on disait que c'était l'espagnol la langue nationale. Et maintenant, toutes les langues sont nationales, ce qui implique un niveau de travail qu'il faut faire pour que vraiment ils puissent couvrir tous les domaines nécessaires à une langue nationale. C'est de travailler avec les locuteurs, travailler avec les langues, travailler pour que les langues entrent à l'école, et non seulement aux écoles indigènes, parce qu'il y a un système bilingue qui ne fait pas très bilingue, parce que la vérité c'est que c'est de la castiganisation, mais maintenant l'idée c'est que les langues puissent entrer dans toutes les écoles, et pour ça il faut développer des programmes. On a un contexte politique aussi très difficile parce que
comme partout dans le monde, hein, la question ethnique est très délicate et très politisée. Et c'est des quotas de pouvoir. Donc, la Direction générale d'éducation indigène a les écoles bilingues de l'éducation basique. Mais il y a une coordination d'éducation interculturelle bilingue qui travaille avec les baccalauréats, les lycées et la fac. L'INALI, que c'est l'Institut de langue, national des langues indigènes, qui est chargé de faire ou de veiller à que la loi s'accomplisse, ne peut pas beaucoup entrer dans ces deux quotas de pouvoir qui sont confrontés entre eux aussi. Donc c'est très très complexe. Mais l'Institut national des langues indigènes a décidé de prendre en charge les cours de langue qui ne sont pas dans les systèmes, ni dans un système ni dans l'autre. Des professeurs, locuteurs ou des facilitateurs locuteurs qui un jour disent tiens, je vais apprendre ma langue. Comme ça, parce qu'on m'a demandé, parce que j'en ai envie, parce que, je sais pas, c'est nécessaire, hein, on ne sait pas les raisons, mais un jour, ils ouvrent un cours de langue dans un petit centre, dans une association, dans une maison de culture, et là, ils commencent à travailler. Donc, l'INALI a pris en charge ce secteur des langues indigènes qui n'est pas pris en charge par aucun autre système. Il a fait des réunions, plusieurs réunions avec eux, parce qu'il reçoit beaucoup d'appels de la part des citoyens communs qui lui demandent où est-ce qu'il peut étudier les langues indigènes. Et eux, ils disent, on va les envoyer chez les facilitateurs, chez les professeurs indépendants, mais on ne sait pas comment eux, ils travaillent. Donc, on ne peut pas garantir le travail qu'eux, ils font. Et de cette manière, il a appelé à l'université, il a fait appel pas seulement à l'université pédagogique, il a appelé aussi l'université de Nayarit, de l'État de Mexique, etc., d'autres universités, pour travailler avec ces profs de langue. On a eu 4 ateliers avec eux pour savoir quels étaient leurs problèmes, ce dont ils avaient besoin, comment est-ce qu'ils travaillaient, etc. Et de ces ateliers, il en est sorti un petit diagnostic que je vous présente là. Non? La plupart parmi eux fait des projections de son expérience dans l'enseignement des langues, c'est-à-dire la façon dont ils ont pas appris l'anglais, parce qu'ils ont étudié l'anglais, mais apprendre c'est autre chose, ou bien la castellanisation. Mais surtout la castellanisation, parce que plusieurs parmi eux n'ont pas les collèges. Hein. Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'on a rencontré? Bon, est-ce qu'on rencontre un peu partout, même dans les systèmes officiels, hein, qu'ils apprennent des listes de mots, des règles de grammaire, beaucoup d'explications en espagnol, des règles de grammaire, mais aussi de la culture. Hein. Souvent, ces petits cours où les gens vont parce qu'ils veulent parler une langue, apprendre à parler une langue, deviennent des cours de culture, non? Où ils parlent culture. Et donc, les facilitateurs disent, ou les professeurs, enseignants, disent on a beaucoup de désertions. On commence avec 25 et à la fin, il y a un qui s'est accroché et puis qui ne parle pas. Non. Donc, voilà. Non. Et de ce fait, donc, les diagnostics, c'est qu'eux, ils ne sont pas des programmes gradués. Hein. Ils peuvent apprendre une chose très difficile au début et très facile après, etc. Non, ils ne sont pas des programmes gradués. Et ils n'ont pas, il y a très peu, pas d'avance des étudiants ou d'élèves dans leurs cours. Et il y a beaucoup de désertions. Mais surtout, ils sont pas non seulement la formation pour apprendre une langue, c'est ce qui est nécessaire si on veut apprendre une langue, mais ils n'ont pas été scolarisés dans leur langue. Ils ont été castellanisés, donc ils ne connaissent pas leur langue. Et ils vont apprendre les choses comme la langue à 5 voyelles, alors que l'on a 74. Parce que les langues mexicaines sont très riches en voyelles, les langues ottomanes.
ou bien, etc. Non? Donc, ils ne connaissent pas bien, et ils ne peuvent pas se manier dans les alphabets parce que maintenant, toutes les langues ont un alphabet, mais pas qu'un. En plusieurs alphabets. Maintenant, il n'y a pas de langues qui n'ont pas d'alphabet. Et parfois, on fait des ateliers et on dit, on va travailler à la création d'un autre alphabet. Non? Comme ça. Donc, on en a beaucoup d'alphabets. Et donc, avec l'alphabet, ils vont écrire. Ah, eux, ils font leur propre alphabet aussi, par transposition de l'espagnol. Donc, dans ce contexte-là, nous, on s'est dit, bon, ce qu'il faut, c'est une formation. Une formation pour l'élaboration des programmes, des matériaux, des référentiels, pour pouvoir piloter les matériaux, etc. Mais c'était très difficile de travailler avec les professeurs avec lesquels on avait fait le diagnostic, puisque c'est des professeurs qui ont un certain âge, qui étaient pionniers, on dit? Pionniers dans l'enseignement de leur langue, donc ils ont commencé il y a 40 ans quand personne n'y pensait, quand on trouvait que c'était pas, non? Donc, eux, ils sont déjà majeurs, parfois ils ne sont pas les baccalauréats, etc. C'était très difficile et parfois ils vont défendre l'alphabet qu'ils ont créé et avec lequel ils ont travaillé pendant 20 années. Donc, tu ne peux pas le dire au lendemain. Tout ce que vous avez fait, ça ne sert à rien, etc. Non, on ne peut pas. Et on a décidé donc de faire appel aux étudiants de la fac, aux étudiants locuteurs qui sont à la fac, donc qui sont au baccalauréat, et qui se préparent pour enseigner leur langue, donc c'était dans leur spécialisation. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à nous, parce que nous, on a une licence d'étudiants indigènes. Voilà. Mais on s'est demandé d'où partir. Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on commence? Il y a des langues qui n'ont... Bon, la plupart des langues n'ont pas de programme d'enseignement, parce que ça ne s'enseigne pas, mais même pas dans les systèmes officiels. Et le système officiel maintenant, il est très mélangé, les pinceaux, parce que maintenant, les écoles ont des profils très, très différents. Il y a des locuteurs, des pas locuteurs, des locuteurs des compétences partiales, etc. Donc, ils sont un mélange et ils ne savent pas quoi faire maintenant, s'ils font un programme pour première langue, ou s'ils font un programme pour deuxième. Ils ne savent pas quoi faire. Donc, on ne pouvait pas faire appel à eux. Et on s'est dit, bon, on va commencer par réviser les cadres communs européens, que c'est maintenant des références de langue qui va synthétiser 20 années de travail avec les langues en Europe, avec l'approche communicative. Non? Et on s'est dit, on va voir qu'est-ce que ça dit, et de là, on va partir. Mais tout en se demandant, mais comment on fait pour ne pas prendre les cadres comme une norme? Comment faire pour ne pas transposer des problèmes qu'on n'a pas eu puisqu'on n'a pas encore enseigné? Mais pour ne pas transposer surtout des fonctions, des approches culturelles, etc., sur les langues indigènes. C'était ça notre grande question. Et l'autre question qui nous intéressait beaucoup, c'est comment faire des programmes de langue, d'enseignement des langues, où on puisse concilier tradition et modernité. C'est-à-dire récupérer tout ce qui est la pratique, et comme on verra, c'est très important, des locuteurs dans leur communauté, dans leur histoire, mais aussi faire en sorte que les langues occupent de nouveaux espaces, puisque la législation, c'est ça qui nous demande maintenant, que les langues soient présentes partout. D'un côté, et d'un autre côté, nos élèves, ils parlent espagnol, c'est des monolangues en espagnol, donc ils vont vouloir parler de leur réalité, que c'est souvent une réalité urbaine. Non? Donc, comment est-ce qu'on va travailler avec ça? Bon, on a encore allé chercher qu'est-ce qu'on nous disait l'auteur du cadre commun.
non? Et on est allé voir Beko. Qu'est-ce qu'il disait Beko qu'on peut faire quand on va travailler avec des langues qui n'ont pas de tradition d'enseignement, où il n'y a pas de programme, où il n'y a rien, non? Et on a trouvé ça. Il nous propose, il nous dit, bon, il faut faire l'analyse linguistique des discours, il faut savoir ou étudier la fréquence d'emploi des formes pour voir quelles sont les plus productives. Il faut aller voir l'expérience collective des enseignants. Il faut réviser les études d'acquisition du langage pour savoir quelle forme s'acquiert d'abord, etc., dans quel ordre ça arrive. Et il faut regarder ou analyser les productions des élèves pour observer ce qui est atteignable, c'est-à-dire ce qu'ils arrivent à faire ou pas. Donc, avec ça, on s'est dit, bon, bah, c'est très bien, on peut faire l'analyse linguistique des discours, on pense qu'on peut faire. On peut analyser la fréquence d'emploi, mais l'expérience collective d'enseignants, on n'en a pas. Les études sur l'acquisition des langages, on n'en a pas non plus. Hein. Et les productions des élèves, on n'en a pas, parce qu'on n'a pas encore d'élèves. Non. Voilà. Et là, on s'est dit, bon, on va mettre en place un programme de formation pour des étudiants qui ont des habitudes académiques déjà, qui puissent se mettre dans une démarche académique. Et les contenus qu'on va travailler, bon, d'abord, c'est développer en eux un bilinguisme équilibré, qu'ils n'en ont pas, puisqu'ils ont été castellanisés. Donc la première chose, c'est de leur apprendre à lire et écrire dans leur langue, pour qu'ils puissent travailler dans les deux langues. Et puis à connaître leur langue, comment elle est faite, à niveau structurel. Mais il faut aussi une réflexion sur les structures communicatives. Hein, sur l'utilisation de la langue. On va travailler là un peu plus sur ça. Et il faut aussi qu'ils connaissent les méthodologies d'enseignement des langues et les méthodologies pour l'élaboration des programmes et des matériaux. C'est encore un projet très ambitieux parce qu'on sait bien que dans l'enseignement des langues, des grandes langues nationales, des langues, non? Il y a l'embarras du choix quand on veut enseigner. On a beaucoup de programmes, on a beaucoup de matériaux et on décide de travailler avec un manuel ou avec plusieurs et nous-mêmes faire notre propre sauce, etc. Mais on a de où choisir et travailler. Mais là, donc le professeur des langues, l'enseignant des langues, d'anglais ou d'espagnol ou de français langue étrangère n'est pas un élaborateur de programmes. Il ne fait pas les programmes, il ne fait pas les niveaux et il ne fait pas les matériaux, oui, parce que parfois on décide que ça rien de ce qui est proposé sert, donc j'ai fait le mien, mais on va demander donc à ces jeunes qui ne savent pas enseigner, qui ne connaissent pas leur langue, en plus d'être des dessinateurs des programmes. C'était un peu ambitieux. Non. Et là, on s'est placé du point de vue de la communication, c'est-à-dire comment est-ce qu'on voit la communication. Bon, j'ai traduit une traduction très, très libre, vraiment. Ces phrases de Chillon qui nous a beaucoup marqué et qui dit: la communication est ainsi vue comme l'acte de mettre en commun les expériences particulières au moyen d'énoncer, afin d'établir des accords intersubjectifs sur le monde à tous. L'ensemble des cartes qui conforment la cartographie que par convention culturelle nous appelons la réalité. La culture, la graduelle décantation de ces énoncés qui assumés collectivement conforment un sédiment. La tradition culturelle qui baigne tous les individus, qui les veillent ou pas, qui les sachent ou pas. Non. Donc, pour nous, c'est-à-dire, quand on a commencé, on n'avait pas ça. Mais maintenant, quand on a fini, je commence par la fin, hein, quand on a fini certains programmes, pour nous, maintenant, c'est clair. Que la négociation dans la communication avec l'autre passe par
des choses qu'on ne sait même pas. Non? Mais qui sont là, qui sont en train de jouer, qui vont amener beaucoup de malentendus. Oui, je vais dire une chose, mais l'autre va comprendre autre chose. Et pas que par la parole, hein, par les gestes, par l'approche, partout. Donc la communication, c'est culturel. C'est sa fonction. Et donc, on a fait appel à l'ethnographie de la communication. On va former les étudiants dans l'ethnographie de la communication. On va travailler les célèbres speaking de Reims, où on va voir qu'est-ce que c'est un contexte communicatif, où se passe la communication, qu'est-ce que c'est un événement. On va analyser les participants, on va analyser les finalités, les motivations, les intentions des émissions de parole et de discours, les stratégies discursives et communicatives, les actes de parole, les tonalités, les registres, la prosodie, etc., les différents canons, la vue, les gestes, les codes, la convention, les rôles, les normes qui règlent la communication et les genres. Les sermons, les débats, la conversation. Bon, j'ai dit ça très vite parce que c'est comme ça qu'on les voit très vite. Et comme on va voir, c'est pas très simple. Donc, on arrive avec nos étudiants et on leur dit, bon, écoute, ici, on a un descripteur, un descripteur, un descripteur qui nous dit que l'élève saura se présenter ou saura exprimer leur goût, etc., etc. Non, donc on va voir tout ça. Et maintenant, on va voir comment est-ce qu'on le travaille dans ta langue. On va comme ça. Et là, on va lui dire, dans quel contexte tu pourrais dire ça, par exemple. Non, ça. Et là, on choisit, on dit, tiens, on va travailler cela. Si on trouve, hein, parce que quand on va voir, souvent, on n'en trouve pas. Mais là, par exemple, on voulait travailler que l'étudiant apprenne à dire ce qu'il est en train de faire et ce qu'ils sont en train de faire les autres. Parce que pour la langue nahuatl, c'est très important. C'est beaucoup plus important que les passés habituels. Et c'est très productif parce que les gens vont se dire qu'est-ce que tu es en train de faire, et l'autre va dire je suis en train de laver. Tu es en train de laver? Oui, je suis en train de laver. Et c'est comme ça que les gens parlent. Donc c'est très productif pour un étudiant, c'est magnifique parce qu'il a l'opportunité de l'écouter. Et là, on a choisi un contexte. Et on est allé voir dans la fête du maïs. L'étudiant tenait beaucoup à qu'on travaille la fête du maïs. C'était très difficile, mais la convaincre de que ça puisse se faire dans un autre contexte, c'était dur. Et après tout, on dit on est ouvert. Donc, on va voir si on y arrive. Et elle voulait travailler la fête du maïs. Ce que vous voyez là, c'est des maïs qui sont habillés. Mais c'est pour ça qu'on les a mis là nus, parce que sinon, autrement, on ne sait pas que dedans, tous ces habits, il y a des maïs. Des maïs nouveaux et du maïs et des vieux maïs. Parce que la fête du maïs, c'est une fête où les gens vont recevoir les nouveaux maïs, mais ils vont remercier les vieux maïs pour qu'ils s'en vont. Et parce qu'il les a nourris, et parce qu'il les a nourris pendant un certain temps, et ils vont leur dire au revoir. Et ils vont faire la fête, ils vont les habiller, et ils vont danser avec les maïs. Donc on se disait, ça commence bien. On va bien y arriver. Mais on est arrivé, on va voir. Non? Donc on dit, bon, alors on a fait des vidéos, on a travaillé avec l'étudiante, etc. Et on a coupé des morceaux d'interaction, on les a un peu aménagés, comme on fait à l'école, oui, pour qu'elles ne soient pas très difficiles. Et à partir de là, avec la formation qu'ils ont reçue en linguistique, ils vont analyser linguistiquement ces émissions. Comme vous pouvez voir là, par exemple, ils vont voir comment est-ce qu'on forme les présents progressifs. Comment les forme en nahuatl. Et là, il va identifier tout ce que l'étudiant aura du mal
à travailler par rapport à sa langue première, et, euh, et tout ce qui sera l'objectif linguistique, parce qu'on va avoir des objectifs communicatifs, des objectifs culturels et des objectifs linguistiques, non, pour faire tout un programme. Mais ils vont aussi travailler la prosodie, ils vont travailler les tons, les accents, etc. Donc il faut vraiment une formation linguistique très forte, très poussée. C'est ça où on met le plus de temps, hein, au début pour les former. Par exemple, qu'est-ce qu'on a là? C'est l'analyse qui a fait, bon, c'est déjà le matériel, hein, mais derrière il y a une analyse. C'est une langue qui s'appelle les langues chinantèques, qui a 7 ans. Hein. Maintenant, on sait qu'il y a 7 ans, parce qu'en plus, il y a les variations. Il y a des chinantèques qui n'ont que 5 ans, il y a des chinantèques qui ont 12, bon, celle-là, elle a 7. On a de la chance, on n'a que 7. Donc là, elle a fait un travail, et puis on commence à graduer l'information, c'est-à-dire on va travailler les temps avec les étudiants, mais seulement ceux qu'on utilise, pour l'instant. D'un côté, parce on a révisé un peu comme travailler les Chinois. Hein. Et ce qu'ils nous disent les Chinois, les professeurs de chinois nous disent, c'est par cœur, il n'y a pas d'autre moyen. Hein. Et nous, on s'est dit, peut-être qu'on pourrait essayer un autre moyen, et si on ne réussit pas, bah, tant pis, on ira par cœur après. Non, mais on essaye là de faire autre chose, et dire, pas par cœur, mais d'un autre côté, on ne les a pas encore identifiés tous. Hein. On n'a que 4 que c'est clair, bien, et on a 3 autres qui sont en train de travailler, parce que c'est des temps beaucoup plus complexes. Hein. Parce qu'il y a un ton simple et il y a un ton complexe. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Et là, vous voyez, par exemple, il a fait un matériel pour distinguer un jus d'orange des eaux d'orange. Oui. Si vous voyez là-haut, vous avez ma, et l'autre, c'est ma. Oui. Donc, si je veux dire un jus d'orange, je vais dire ma, nie. Mais si je veux dire de l'eau d'orange, je vais dire ma. Non? Et là, elle essaye de travailler ça avec des oppositions, des images, pas pour que les étudiants apprennent à les prononcer, au moins pas dans les 1-1, hein, mais qu'ils commencent à les reconnaître. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin, après quand ils ont tout analysé, tout ce qu'il y avait, ils vont faire ça qu'on appelle les référents de la langue, les référents 1, les référents 2, on a 12 pour le niveau 1-1, et là par exemple il va dire los descriptores, il peut demander et dire ce qu'ils font les autres, ce que lui il fait et ce qu'ils font les autres. Il comprend un dialogue, un court dialogue, une conversation courte, hein, sur les activités des personnes. Il peut lire des bandes dessinées sur les activités des personnes. Et il peut écrire des descriptions sur ce qui se trouve les gens en train de faire. Et puis, il peut compter jusqu'à 20. Parce qu'en plus, on a beaucoup les langues avec des classificateurs. Hein. C'est-à-dire, on ne va pas compter pareil si c'est carré, rond, long, si c'est animé, inanimé. Donc, il faut y aller doucement, hein, avec les numéros. Et là, donc, il va compter jusqu'à 20. Et puis, en bas, on a la situation communicative qu'on a choisie, que c'est dans la fête du maïs. On a l'objectif communicatif, les élèves doivent apprendre à parler de ce qu'ils font, et puis on a un objectif culturel. Les élèves connaîtront certaines des fêtes qui ont lieu dans les peuples nahuatl, et dans ce cas, la fête du maïs. Ils comprendront la forme dans laquelle les personnes remercient le maïs pour l'avoir nourri. Non. C'est un peu. Non. Et bon, après, on a les objectifs linguistiques qu'on a détectés au moment de faire l'analyse de ce qu'on va travailler. Voilà. Mais on a beaucoup plus on a fait beaucoup de choses, je pense qu'on a fait beaucoup de choses, mais plus on fait, plus on a des doutes et plus on a des questions.
Hein. Ça, c'est la réalité. Donc, d'abord, l'image du peuple. Non? La sélection des contextes. Les événements qu'on sélectionne donnent une image de la communauté des locuteurs. C'est une grande responsabilité. Parce que on va voir on a des choses plus compliquées que la fête du maïs. Hein. Quelles sont les implications des choix faits, aussi bien pour l'image du peuple eux-mêmes, mais aussi pour les élèves, parce que parfois c'est très difficile, là, si j'ai le temps, je vais passer une petite vidéo, même si on ne comprend rien, les étudiants sont en train de négocier avec les facilitateurs, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'il dit, qui s'est fait dans son peuple, donc, mais dans la langue, hein, dans la langue. Donc ils sont en train de dire non, parce qu'ils ne sont pas d'accord. Non. Et donc, on se demandait bon, les fonctions communicatives, les buts de la communication, les événements, les objectifs des événements, les descripteurs des langues qu'on a sont universels, non? Et on se trouve, par exemple, qu'on a un descripteur qui dit peut exprimer goût et préférence, non? Et bon, bah, la langue en béayette, c'est la langue gnagnou, non pas le verbe plaire. Aimer, non plus. Hein? Dans ces contextes où on va dire ça me plaît, c'est ton, je vais dire je vais, c'est ton. Ils vont dire je veux. Donc les préférences peut-être oui, mais ils ne sont pas le verbe préféré non plus. Donc on bute là contre une autre façon de nommer le monde. Et on s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait avec notre descripteur? On les change? Bah, bien sûr, on les change. Mais pour mettre quoi? Parce que si on commence à déloger comme ça, dans notre programme, il n'y aura rien. Il n'en aura rien. Non? Donc, il faut vraiment étudier la chose et se demander, bon, on a dit, bon, bah, ce qu'on va faire, c'est on va faire la même situation qu'on ferait pour dire j'aime, mais on va la travailler avec je veux, non? Mais on a toujours là, l'étudiant qui apprend la langue, bah, il va dire bah oui, mais si j'aime, mais je vais pas. Comment je dis ça? Non? Bon, voilà. Non, pour l'instant, il ne demande pas beaucoup. C'est à la fin quand il commence à demander. Et là, c'est pour ça que je voulais passer celle-là, où ils sont en train de négocier, on dit. Non? Bon, j'ai passé. Ah oui, donc là, on va voir. Oui. Et là, on s'est dit, bon, bah, les valeurs sous-jacentes de la parole des peuples doivent être compris par les étudiants d'une langue pour qu'ils puissent utiliser une adéquation par rapport au contexte et pour qu'ils puissent interpréter avec exactitude ce qui est dit ou qui n'est pas dit. Les non-dits aussi. Parce que nous, on peut bien inventer un verbe aimer, mais après, quand il va parler avec les gens, ça va pas passer. Ça va pas. Et on a un débat. On a un débat avec les autres professeurs parce qu'on est plusieurs. Et quand il y a plusieurs, vous savez, il y a toujours des débats. Donc, il y en a qui disent, mais c'est la fonction. C'est pas les structures de la langue qu'on travaille, c'est la fonction. Oui. Et j'ai dit, oui, mais la fonction, nous, on l'a parce qu'on a un verbe aussi. Si on n'avait pas cette verbe. Est-ce qu'on aurait le choix entre ce que j'aime, mais je ne vais pas? C'est très complexe. Non. On attend que nos étudiants fassent les doctorats après, révisent ce qui a été fait et qu'ils remanient parce que vraiment, ça a été très complexe. On se trouve là, par exemple, qu'il n'y a pas de mot pour nommer une famille. Dans le sens où on la conçoit, c'est-à-dire père, mère et enfant. Oh, la famille noyau. Oui, noyau, on dit. Oh, les noyaux. Non. Famille nucléaire. Nucléaire, ouais. La famille nucléaire. Non, il n'en a pas. Donc, on s'est dit, bah, zut, et maintenant on fait quoi? Parce que, d'un côté,
il n'y a pas de mots pour dire famille dans ce sens-là. Mais d'un autre côté, si tu arrives dans la communauté, tu ne vas pas demander aux gens comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu étudies, etc., etc., tout ce qui me fait. Et encore moins quel âge tu as, ça c'est limite même dans nos sociétés. Mais on va te demander, ou tu vas demander pour une famille. Hein? Pour le père, pour la mère, ou pour les clans, la lignée, on va voir là tout de suite. Donc en même temps, c'est nécessaire d'aborder ça, mais pour qu'ils puissent après savoir comment ils vont arriver dans une communauté, comment ils vont chercher une personne, comment ils vont demander pour quelqu'un. Non? Donc là, par exemple, on a un exemple de la langue ombeyette, et que c'est une langue qui ne focalise pas les genres. C'est-à-dire que là, nous voyons, ce qui est important pour la langue ombeyette, c'est que l'enfant est l'aîné ou le petit. Non. C'est ça qui est important. Si homme ou femme, ça n'a pas beaucoup d'importance. Hein? L'important, c'est que c'est l'aîné. Et on a dit, bon, on va travailler ça comme ceux qui habitent la maison. Parce que ça peut se dire dans la langue. Hein? On dit, mon Kyulsanion, ceux qui habitent la maison. Bon, bah, s'il y a des étrangers, là, on a un problème. Mais pour l'instant, on dit ceux qui habitent la maison. Et là, on travaille ce noyau parce que c'est plus simple que de passer tout de suite à l'autre partie. Non? Pour amener les étudiants plus facilement de quelque chose qu'ils reconnaissent à ceux qu'ils doivent reconnaître, on dit, bon, on va travailler ceux qui habitent la maison. Et après, on va travailler les seuls termes qui existent dans l'ombeyette, c'est des aqualats. Mais aqualats, c'est pour signifier ce qu'on appelle les parents politiques. C'est-à-dire les maris de ma soeur, la femme de mon frère, mais aussi les cousins entre eux. Oui. Les cousins. Du moment où ils ne sont pas ligne directe, c'est un aqualat. Donc voilà. Ça, c'est pour la. Et là, on a la langue celtale. La langue celtale, donc non plus, n'a pas de mots pour famille. Et là, on n'a même pas pu découper un petit noyau pour commencer par là, parce que c'était très complexe. Si vous voyez là, vous avez deux familles. Hein? Une famille là et une autre famille là. Pourquoi? Parce que la langue celtale va distinguer la ligne paternelle de la ligne maternelle. Et la terminologie va changer. Si je dis oncle de la ligne maternelle, je vais dire Haskishan. Mais si je dis oncle du côté de la mère, je vais dire Hastahun. Donc je ne peux pas apprendre un oncle générique qui va marcher partout. On ne peut pas. Donc on est obligé de travailler. Et bon, là, de là, on passe à la lignée. La lignée, c'est ce qui vient en vertical de l'autre côté. Et, ah non, pardon, ça c'est le clan. Ça c'est le clan. Et ça c'est une autre lignée, une autre lignée. C'est-à-dire que moi, je vais m'appeler Soledad Chao. Ma lignée, ça va me donner mon nom de famille et je vais faire partie d'une lignée comme ça, que c'est paternel parce que c'est patrilinéal. Et après, je vais voir plusieurs lignées dans un clan. Ici, c'est un clan et ici, c'est un autre clan. Et là, il y a interdiction de mariage à l'intérieur de ce clan. Tu peux te marier avec l'autre clan. Ce qui veut dire que tu peux te marier avec tes cousins du côté maternel, mais pas du côté paternel. Donc tout ça, c'est quand tu arrives à la communauté, on va te demander quel est ton lignage, ou à quel clan tu appartiens. Non? Et l'étudiant doit les connaître, puisque au moins pour dire j'ai pas. Non? Voilà, il faut qu'il puisse comprendre la question et dire oh, j'ai pas des clans, j'ai pas des lignages, mais je cherche les lignages tels. Non? Donc il faut arriver à là. Non?
Mais on a piloté tout ça et ce qu'on fait, c'est qu'on fait une fois et puis c'est des volontaires ceux qui assistent au cours et ils sont avertis qu'ils sont là en expérimentation. Donc, si ça marche pas, on leur dit on va vous faire un autre matériel pour la classe suivante. Hein? Et comme ça, c'est qu'on avance. Non, ça n'a pas marché, bon, on refait. Et puis, par exemple, ça, c'est la dernière version. Et apparemment, comme ça, ces images déjà ont marché un peu mieux. Et voilà, là, par exemple, on a d'autres réflexions, parce que quand on va voir qu'est-ce qu'on fait au long des journées, et qu'on va parler les matins, je me lève, les nuits, je sais pas quoi, non, etc., et ce qu'on fait à différents moments de la journée, bon, il faut voir comme la culture se remonte à la journée. Non? Et dans ce cas-là, c'est la langue ambiailleuse. On a que la culture ambiailleuse fait une segmentation en 24 heures, en 24 tranches au moment. Oui. Qui ne correspond pas exactement aux 24 heures. C'est 24, mais ce n'est pas les mêmes 24. Non? Et ces 24, et les enfants les apprennent, les acquièrent dans la socialisation et on se guide par rapport au ciel. C'est-à-dire, je regarde le ciel et je reconnais dans quel moment de la journée on est. Ils vont se donner rendez-vous et donc il faut regarder le ciel et savoir s'ils vont arriver à leur rendez-vous. Et ils sont très, très ponctuels, contrairement à la plupart des Mexicains, ils sont très ponctuels, les Guaves. Hein. Et bon, on s'est dit, et comment est-ce que tu peux apprendre ça à des étudiants dans une classe fermée? Oh, tu vas être avec eux les 24 moments de la journée pour leur dire à quel moment ça va changer. Non? Ben, on ne peut pas. Il faut imaginer. On a travaillé une fois et c'était la cata. Hein? C'était catastrophique. On ne comprend rien, machin, non? Donc on dit, bon, alors, on va faire un autre matériel. Et on a fait ça. Et on s'est dit, bon, on va donner du sens. On va donner du sens. Déjà, là, on leur dit, c'est le chemin du Seigneur Soleil. Hein? Tout ça est en train d'être fait. Hein? C'est ce qu'on a improvisé pour essayer de faire passer des notions. Mais maintenant, il y a un dessinateur qui refait ça. Donc, c'est le chemin de Monsieur le Soleil. C'est le chemin qui va suivre. Et donc là, on va dire, le soleil... Non. Ce qu'en espagnol on dit, c'est asoma. Se réveille. Non, au contraire, se lève. Ah oui, donc ça ne marcherait pas pour les Français. Hein. Parce qu'en espagnol, on dit le soleil guette ou le soleil ouvre la porte, regarde comme ça. C'est asoma, on dit en espagnol. C'est fait pour des étudiants qui parlent espagnol. Point. Ouais, c'est l'ordre. Pointe son nez. Pointe. Mais ça ne marcherait pas. Hein. Vraiment, ça ne marcherait pas parce que les étudiants qui parlent espagnol, quand ils regardent ça, ils savent que c'est asomarse. D'accord. Oui. Et ce que ça veut dire, c'est verbe, parce que c'est un verbe. Hein. Le soleil est en train d'apparaître. Ou de regarder par la porte. Ça s'amarre. Après, le soleil va la moitié du chemin. Le soleil a déjà dépassé la moitié du chemin. Le soleil est en train de se mettre debout. Le soleil s'est mis debout, parce que c'est midi. C'est vraiment, il est plus fort. Le soleil se couche. Se retourne, mais se retourne, c'est comme ça. Et on dit, c'est la DEA, on dit en espagnol. De lado, de côté. Se met de côté. Se met de côté. Se Le soleil se met de côté,
c'est mis complètement de côté. Celui-là, on l'a à peine travaillé parce que c'est complètement mis de côté. On n'avait pas d'image déjà. Donc le soleil descend plus, là, ça marque qu'il va encore plus bas, et le soleil s'en va. En espagnol, on dit se mete. Il rentre. On dit. J'avais jamais pensé qu'un français espagnol. Oui. Donc là, c'est l'heure de ni chien ni loup, comme on dit. Les crépuscules. Entre chien et loup. Les crépuscules. Les crépuscules. Voilà. Donc, et la nuit va arriver, la nuit arrive, la nuit est arrivée complètement, la nuit va à la moitié et la nuit va à la moitié. Donc, la moitié de la nuit. Et là, la nuit se retourne. Donc, on a mis une galette de maïs comme ça. Les étudiants hispanophones et mexicains comprennent. D'accord. Parce que les étudiants de Chili, je crois qu'ils ne vont pas comprendre. C'est une galette de maïs qu'on est en train de... La galette se retourne et ça recommence le matin. Le matin va pointer, c'est déjà avancé et c'est déjà arrivé. Et ça recommence. En fait, on le voit. Donc, avec une stratégie comme ça, les étudiants leur donnaient du sens. Et à partir de là, ils ont pu se manier. Parce que la première fois, on leur avait donné ça, on leur avait dit, écoutez, ça c'est un agenda, on en vieillette. Déjà, c'est un genre nouveau. Hein? C'est l'innovation, ça. C'est un agenda et vous allez la remplir et parler avec votre... vos voisins. Oui. Vos copains. Oui. Sur ce que vous faites pendant ces jours-là, au long des journées. Non? Et c'était la cata. Déjà, c'était la cata pour eux et c'est la cata pour les professeurs aussi. Parce que ça, c'est un ordre que moi, j'avais fait. Oui, pour moi, c'était comme ça. Et lui, à tous les coups, il les changeait. Et moi, je les remettais en ordre. Je disais, mais quel désordre! Et je les remettais en ordre. Et lui, il les changeait. Et il y a un moment où je me suis dit, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, on a négocié, on a discuté et on a décidé, voilà, on met en rang, comme ça, on n'a pas de problème de... Oui. Mais quand même, après, les étudiants peuvent faire ça. Après, oui. Après. En étant passé par l'autre. Oui, en étant passé par l'autre, après, il peut faire ça. Donc, mais c'était donner du sens. Oui, voilà. Bon, là, par exemple, on travaille l'échange des marchandises parce que c'est très pratiqué encore l'échange des marchandises. Si je n'ai pas d'argent, bon, je vais t'échanger une chose contre une autre. Mais aussi, on travaille... Aïe, elle est partie. Bon. On travaille aussi, disons, là, il y avait une leçon sur une étudiante Huawei qui va à la ville, qui va à la fac et qui va acheter des fringues pour aller, non, c'est-à-dire un nouveau contexte. Et là, on travaille les pratiques de guérison. Par exemple, là, on a des graves problèmes parce que l'État laïque n'est pas prêt de nous publier nos manuels. non, je pense que oui. Mais là, par exemple, à la fin de nos référents, on a parlé de la santé. Et si tu parles de la santé, tu parles aussi de comment tu te guéris. Si tu as mal à la tête, mal au ventre, et bon, on t'amène au guérisseur et tu as toutes ces techniques de guérison qui sont là. Et là, on en parle de ça, voilà. Donc, on les met au nouveau contexte. Là, on travaille beaucoup sur l'expression libre. On leur dit, tu écris un texte sur un sujet. Par exemple, là, on lui dit, les fils de ta soeur est malade. Il faut que tu lui dises comment est-ce qu'elle peut les guérir. Tu écris-lui. Non. Donc, il va écrire un mail pour lui dire de l'amener chez le guérisseur. Non.
Hein. Là, on fait la réflexion. Là, c'est les classificateurs. On travaille la variation dialectale. Par exemple, la première chose qu'on voit, c'est les bonjours dans plusieurs variantes, puisque c'est le premier contact. Et qu'un étudiant est en train d'étudier la langue, une variante, et puis qu'il retrouve quelqu'un d'une autre communauté et lui dit bonjour comme ça, l'autre va dire je ne comprends pas. Et alors il va dire je parle quoi alors. Donc, il faut vraiment mettre ça. Après, on travaille des exercices. Par exemple, là, on a le même texte dans plusieurs variantes. Et les étudiants vont analyser et dire qu'est-ce que ça change de l'un par rapport à l'autre. Puisqu'il y a plusieurs alphabets, il faut qu'il les connaisse. Là, on a un exercice, on lui donne des mots et on lui dit maintenant, dis-nous qu'est-ce qui change dans les mots que tu vois là. Non? Il fait une analyse et oui, voilà. Bon, donc, nos besoins de recherche sont vraiment grandes. Hein. On n'a pas résolu cette histoire des référentiels. Qu'est-ce qu'on fait si on ne peut pas dire une certaine chose, etc. C'est pas résolu. Hein. C'est simplement, il est posé là. Parce que maintenant, quand on voudrait passer au niveau suivant, il va falloir résoudre. Hein. Et là, donc il faut faire des études de la variation dialectale, sociolectale. On n'a pas beaucoup d'études. Par exemple, on parlait l'autre jour dans une langue amazonienne, Anna Maria Ospina me racontait que les hommes ont une certaine prononciation et les femmes ont une autre. De glottalisation. De languisation qu'on appelle. Non, il y a les femmes qui la et pas les hommes. Non, il faut connaître ça parce que tu vas parler comme un homme, ou tu es un homme et tu vas parler comme une femme. Donc, mais si les études ne sont pas, nous, difficilement on arrive là. Non, les genres. Donc, il faut voir aussi quels sont les genres traditionnels. Maintenant, on connaît quelques-uns, mais forcément, il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas. Les nouveaux contextes, les genres académiques. Jusqu'où on peut mettre les genres académiques? Nous, on l'a fait, on lui dit, fais un résumé de la leçon que tu viens de lire, machin. Mais, bon. Non. On a fait des bandes dessinées parce que les bandes dessinées sont très pratiques. Parce qu'elle te met en situation, vraiment une situation. Donc, elle est très intéressante pour travailler. Bon, les niveaux avancés, les contenus. Donc, voilà, on a avancé. Là, vous savez, simplement, je voulais vous montrer, mais je ne sais pas si j'ai le temps. La plupart de nos étudiants, ceux-là, ce sont des étudiants du master de pédagogie, éducation interculturelle, qui ont accepté d'étudier les Lombiayettes. Et là, ils sont en train de faire une discussion entre eux. Chimia. Koike, bien. Shike shimat. Nio. Shike sakeshan and they wish examen on the youth. Pius Cesarano. ¿Cuál eran Dios? Chicas saran su tishem atom nandayo Yes. Tiel salon corona tiel Jorge, ¿cuál es un bulle? Chicas sangalei mes atom sarar. Tiel palacio de hierro. Ajá. Gotón viagne. On viagne mes ikiao cognio. Ogmiagne nambio sarar cognio gapo. Sí que para mí viagne. Nicuaji. Tantan.
Et on va passer l'autre partie que je voulais que vous voyez. Les mêmes étudiants, 3 mois après, ils sont en train de négocier avec le professeur et de lui dire que non. Hein, que non, que c'est pas possible. C'est pas possible ce que eux, ils disent. Mais dans la langue. Parce que c'est la condition. Oui, tu peux pas être d'accord avec ton professeur, mais il faut que tu puisses lui dire dans la langue. Donc là, ils sont en train de négocier. L'autre condition qu'on a mis, c'est que nous, les coordinateurs de langue, on doit tous être élèves aussi. Parce qu'autrement, on peut pas les aider. Hein? On est, en même temps qu'on les aide dessiner, faire le mathématique, on apprend la langue. Et on peut donc lui dire, écoute, nous, on n'a pas compris ça. On va refaire un matériel, etc. Non? Bon, voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Et bon, je finis, parce que sinon... On a peut-être le temps pour une ou 2 questions, peut-être. Est-ce que vous avez des questions? Je voulais reprendre sur l'idée de l'image des peuples, de ce qu'on dit et tout ça, pour raconter l'histoire de Maya, de locuteurs Maya, qui ont demandé aux linguistes des langues Maya de faire attention aux exemples qu'ils utilisent dans leur grammaire pour exemplifier les langues. Parce qu'effectivement, nos verbes intransitifs avaient tendance à dire qu'il était mort, et les verbes transitifs, c'est qu'on avait tapé la femme ou qu'on avait tué le voisin. Et ils ont relevé dans nos grammaires les verbes d'attaque, de et ils disaient, vous avez 40% de vos verbes, vous donnez l'impression que les Mayas passent leur temps. On s'est assis pour dire, ah bon, alors on va dire regarder, on va dire dormir, et entre linguistes on s'est mis d'accord, ils avaient raison, c'était le passif, il a été tué par le machin, voilà. Et c'est eux qui sont venus nous dire, quand ils ont commencé à être étudiants linguistiques, mais quelle image vous donnez de nous. Et c'était ça marche pas, la qualité. Je pense que je suis. C'est vrai que du coup, ça pose aussi la question des contextes, la sélection des contextes, comme tu disais, existants, reconnus par la communauté, et puis la sélection de contextes à nouveau. Oui, et des choses, des conceptions. Pas en milieu urbain, enfin, ça peut. Ça, c'est pas toi. C'est la question du changement aussi, du changement social. Ça renvoie à ça aussi, à comment les communautés, les locuteurs prennent en charge le changement social. Par exemple, la vie en ville, est-ce que c'est accepté? Enfin, j'imagine que c'est plus ou moins accepté, les propositions de contexte qui ne correspondent pas aux représentations que les locuteurs se font eux-mêmes de leur vision du monde. La plupart bon, nous, on travaille avec des étudiants qui viennent des communautés, mais qui habitent déjà dans la ville. Oui, c'est ça. Donc, ils connaissent les deux contextes. Et ce qui garantit qu'eux, ils savent qu'est-ce qu'on peut dire et ce qui est d'ici, ce qui est indicible. Mais encore, s'ils ont déjà réfléchi à ça. Voilà, c'est ça. Non. Par exemple, nous, on s'est dit, bon, quels sont les genres de la langue? Bon, il y a un genre qu'on appelle les discours. Et il y a toutes sortes de spécialités des discours. Celui qui va demander la fiancée. Bon, ça dépend des communautés, hein, parce que parfois c'est la même personne, mais il y a des communautés qui ont des spécialités. Hein. Celui qui va demander la fiancée, celui qui va prier pour la pluie, c'est un autre. Celui qui va remercier le maïs dans les champs, non, c'est un autre. Ces actes de parole, c'est des discours, ils sont bien réglementés socialement. Mais seulement,
on se dit, est-ce qu'un jour on va apprendre à faire des discours? Oui, ah d'accord. Et là, on va voir quelle est la conception que les gens ont des discours. Et la conception que les gens ont des discours, c'est que celui qui sait faire un discours, c'est parce qu'il a un parcours de vie et d'expérience et qu'il a déjà accompli presque toutes ses obligations communautaires. Et donc, lui, il a les titres moraux pour faire un discours. Il a la légitimité. La légitimité et la sagesse. Donc, il est hors question que nous, on puisse apprendre à faire un discours. À des gens qui n'ont pas ce statut. Bah oui, parce que c'est associé à d'autres choses. Mais l'étudiant peut apprendre à les comprendre. C'est